Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne la conférence de presse de Gérard Larcher, le président du Sénat. Il a réuni ce matin tous les acteurs, producteurs, transformateurs et distributeurs des filières porcines, bovines et laitières, mais aussi le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Ce secteur traverse une grave crise marquée par la nuit de l'élevage en détresse. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Sophie Primas. Bonjour. Sénatrice Les Républicains des Yvelines. Vous avez participé à ces débats ce matin. On va y revenir dans un instant. Mais tout de suite, on va retrouver Perrine Tarnot, notre journaliste. Vous êtes devant la salle Clémenceau où s'est tenue cette conférence agricole à huis clos, il faut le préciser. Perrine, comment ça s'est passé ce matin? Écoutez, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé puisque cette table ronde est toujours en cours, Delphine, mais d'après les premiers échos des quelques personnes qui en sont sorties, eh bien, tout le monde autour de la table a écouté. Alors c'est bien peut-être de raconter et de dire qui est assis autour de cette table pour discuter eh bien, des agriculteurs, bien sûr des éleveurs via leurs représentants syndicaux, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, via aussi les fédérations nationales de viande et de lait. Beaucoup de sénateurs étaient présents dans la salle ce matin, plus d'une trentaine. Toute l'industrie agroalimentaire était là. Et puis bien sûr aussi les distributeurs, parmi les plus connus, Michel-Édouard Leclerc ou encore Serge Papin. Alors en introduction de cette table ronde qui a commencé ce matin à 8h30, eh bien, Gérard Larcher a insisté sur la situation dramatique que traversent de nombreux éleveurs actuellement. Il dit qu'il a entendu ce message de détresse. C'est le président du Sénat qui a eu cette volonté de mettre aujourd'hui tout le monde autour de la table, sans provocation, sans division, a-t-il insisté en ouverture de cette table ronde. La question débattue, c'est bien sûr le prix du cours de lait, le prix du cours de viande. On verra en tout cas si ce matin une solution a été trouvée, en tout cas des pistes intéressantes de réflexion, alors que par exemple le cours du lait a chuté de plus de 12% ces dernières semaines. Le ministre de l'Agriculture est arrivé il y a une heure, aux alentours de 11h30. Il écoute actuellement les conclusions de cette table ronde. On le recevra en direct sur notre plateau à 16h cet après-midi pour faire le point sur cette question très importante des éleveurs actuellement. Merci beaucoup Perrine. Alors je le disais, Sophie Primas, vous étiez présente à cette conférence agricole ce matin. Il y a réellement un cri de détresse de la part du monde agricole aujourd'hui. Vous avez entendu, qu'est-ce qu'il s'est dit exactement ce matin? Alors d'abord, je voudrais saluer l'initiative du président du Sénat qui a répondu, il est vrai, au cri de détresse de l'ensemble de l'élevage et je dirais plus généralement du monde agricole, puisqu'aujourd'hui on parle d'élevage, mais de façon malheureusement structurelle. On voit bien que nous avons des difficultés au fil des années avec la dérégulation des marchés et notamment la nouvelle politique agricole commune. Ce matin, l'ambiance était assez difficile au début, non pas parce que les tensions étaient importantes, mais parce que la situation est grave, vous l'avez rappelé, et que chacun dans ses filières, d'abord le président de la FNSEA, puis chacun dans sa filière porcine, la filière du lait, etc., bovine, a rappelé l'ampleur des enjeux qui sont devant nous en termes d'installation. On a même parlé d'avenir de l'agriculture. Le président de la FNSEA nous a posé la question, voulez-vous encore aujourd'hui une agriculture qui soit une agriculture performante ou peut-être même existante en France? Donc la situation est vraiment très tendue pour eux et le cri de colère que l'on entend sur le territoire aujourd'hui est vraiment l'expression de cette détresse financière, de cette détresse sociale, de cette détresse morale. J'ai envie de dire qui est bien peut-être tenu responsable de cette détresse des agriculteurs. On a vu bien les distributeurs pointés du doigt, mais aussi les pouvoirs publics, Sophie Primas. Oui, bien sûr, les distributeurs, les pouvoirs publics sont en général les cibles les plus ciblées, les plus rapidement, les plus visibles pour le grand public. Je crois que c'est faire aussi fi d'un certain nombre d'efforts qui sont réalisés par les grands distributeurs qui étaient là de façon unanime en face des éleveurs et en face des différentes filières d'élevage aujourd'hui pour dire nous sommes prêts à faire des efforts, nous sommes mis d'accord pour faire des efforts, ce qui est d'ailleurs un peu contradictoire avec la loi de la concurrence qui les oblige aujourd'hui. Michel-Édouard Leclerc a dit je suis d'accord pour payer plus cher, j'ai mis en œuvre des politiques
politiques, Auchan, Carrefour. Michel-Édouard Leclerc qui a dit que la distribution ne doit pas être le punching ball alors que les pouvoirs publics ont démissionné. Non, bien sûr que la grande distribution ne doit pas être le punching ball. Elle est la partie visible de l'iceberg. En réalité, on a parlé par exemple longuement de la crise du lait, vous l'avez mentionné tout à l'heure, avec des cours qui sont insupportables pour nos éleveurs laitiers. La grande distribution n'est qu'une petite partie du problème. On voit bien que le marché de la poudre, par exemple, qui est un marché mondial, a une influence extrêmement importante sur le cours du lait et seuls les grands distributeurs ne peuvent pas porter ces... Ils rejettent la faute d'ailleurs sur les transformateurs, les distributeurs. Oui, mais on est sorti ce matin de cette espèce de punching, d'aller-retour de responsabilité pour se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble. Et il y a des solutions à la fois, des solutions de court terme et des solutions beaucoup plus structurelles où là, l'agriculture et les filières agricoles liées ont aussi leur responsabilité dans leur organisation et dans leur restructuration. Qu'est-ce qui ne va pas, par exemple, dans l'organisation, Sophie Primas? Aujourd'hui, si vous voulez, on a dans le monde agricole des structures agricoles qui nécessitent des investissements de modernisation. Et on est dans un secteur agricole aujourd'hui qui est tellement endetté que les investissements ne peuvent pas être faits sans mettre en péril l'existence même de ces filières. Donc il y a, avec le gouvernement, avec l'exécutif, avec le Parlement et avec le monde agricole, à réfléchir aujourd'hui sur comment à la fois on arrive à désendetter. On est un peu dans le problème grec dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, mais on est dans le même problème. Comment est-ce qu'on fait pour désendetter l'agriculture et puis en même temps injecter des fonds nouveaux pour lui permettre de se moderniser, pour faire face aux problèmes de compétitivité et de réorganisation de ces filières. Alors comment peut-on sortir aussi de ce problème qui a été au cœur des discussions, à savoir la faiblesse des prix de vente dans la production et la non-application, enfin c'est ce que dénonçaient les agriculteurs qui ont manifesté il y a 2 semaines lors de la nuit de la détresse, de cet accord conclu sous l'égide du ministère de l'Agriculture et qui est censé faire remonter les prix. Alors écoutez, c'était très étonnant ce dialogue ce matin puisque d'un côté on avait effectivement les revendications de l'agriculture qui disaient appliquer l'accord du 17 juin, et en même temps une grande distribution qui disait mais nous l'appliquons, nous achetons plus cher. On a parlé du marché de Plérin, on a vraiment une grande distribution dont la volonté est affichée d'acheter plus cher, et un espèce de trou entre les deux, entre ce que dit la grande distribution et ce que dit le monde agricole. Et donc le rapport qui va être remis demain au ministère de l'Agriculture et au ministre de l'Agriculture est transmis, selon ses dires, à l'ensemble de la profession agricole, devrait nous dire bien où cet argent passe, où est-ce que ça, où en sont les accords, l'application des accords. Mais en même temps, le monde agroalimentaire a aussi sa responsabilité parce que ce matin, j'entendais la grande distribution dire nous appliquons les hausses de tarifs, nous les appliquons notamment sur le marché du frais, mais nous n'avons pas reçu de proposition sur le marché du surgelé. Or, nous avons besoin de ces nouvelles conditions d'achat sur le marché du surgelé et nous les attendons. Donc vous voyez, il y a encore un décalage entre la volonté de l'agriculture et la réalité de la grande distribution. Que peut-on attendre du Sénat qui, vous l'avez rappelé, était à l'initiative ce matin de cette conférence agricole? Est-ce qu'il faut à nouveau légiférer? Alors nous avons clairement entendu le besoin de légiférer, mais sur une loi de simplification des normes. Je crois que c'est un peu une tarte à la crème puisqu'on en parle beaucoup. On s'apprête encore à voter de nouvelles lois qui vont créer de nouvelles normes. Ce que nous demande le secteur agricole vraiment, c'est une loi de simplification des normes. Et là, il y a des groupes de travail qui sont à l'œuvre aujourd'hui, avec notamment le sénateur Grémiel, le sénateur Leroy. Enfin bon, il y a des sénateurs qui travaillent dans le cadre de la Commission des affaires économiques à une loi de simplification des normes. Je crois qu'il faut qu'on déplace les normes vers la responsabilité. Un exemple, par exemple, d'une norme dans le domaine agricole pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. Je crois qu'il y a des normes aujourd'hui. Vous savez, l'agriculture est à la frontière entre les normes sociales, dont on parle beaucoup. Les chefs d'entreprise non agricoles parlent beaucoup des normes sociales. Ils ont à la fois à appliquer les normes sociales pour leurs salariés, qui sont souvent très, très compliquées, encore plus compliquées. Les normes environnementales, qui deviennent de plus en plus compliquées.
communiquer, la possibilité de faire ou de ne pas faire sur des zonages précis qui leur apportent de ne pas ou d'utiliser ou de ne pas utiliser des produits, de permettre à des apprentis d'utiliser ou de ne pas utiliser du matériel agricole. Tout ça s'empile, les normes européennes qui viennent dessus, tout ça s'empile et font de nos agriculteurs des administrateurs de normes, ce qu'ils n'ont ni le goût ni l'objectif de faire. Alors le rôle du Sénat, j'imagine, sera d'être effectivement vigilant à cette simplification. Plus que vigilant. Si des normes. Il y a aussi ce rôle peut-être de médiation, de médiateur. On sait que c'est effectivement Xavier Belin, le président de la FNSEA, qui avait interpellé Gérard Larcher, le Parlement, pour se saisir de cette situation dramatique des agriculteurs. Est-ce que c'est suffisant, ce rôle de médiateur? Ce rôle de médiateur est un rôle aussi d'acteur. Je vous parlais des normes, mais je pense aussi que nous avons, dans les négociations avec l'Europe, aux côtés de l'exécutif, un rôle à jouer. Donc effectivement, le Sénat est très, très préoccupé par les problèmes agricoles. Pourquoi? Parce que le Sénat est le représentant des collectivités territoriales et surtout des territoires. Et qu'on sait que l'agriculture est la force du maillage agricole et parfois, sur certains territoires, le dernier maillon avant la désertification. Et donc, nous avons besoin, aussi dans l'aménagement du territoire, d'une agriculture qui soit une agriculture performante, organisée, puissante, présente sur les territoires pour tenir nos territoires dans des zones quelquefois qui sont au bord de la désertification. Est-ce que vous pensez que cette conférence agricole a permis, ou va permettre de rassurer tous les acteurs et qu'on n'aura plus des situations dramatiques ou des manifestations de cris de détresse comme on a pu voir il y a 2 semaines? Vous savez, je crois que ce qui rassurera aujourd'hui les agriculteurs, c'est quand ils verront leurs revenus être à la hauteur de leurs dépenses, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation où, en fait, plus ils travaillent, plus ils perdent d'argent, ce qui est quand même absolument dramatique. Je crois qu'aujourd'hui, on ne paye pas de mots, il faut payer d'actes, et on s'attachera au Sénat à ce que ces discussions avancent. Avec l'exécutif, on n'est plus non plus là dans une opposition droite-gauche. Je crois qu'il y a un certain nombre de messages qui passent et que nous, ensemble, nous devons aller vers l'action. Et maintenant que nous avons identifié les pistes de développement et les pistes d'action, il faut qu'on les utilise rapidement. On sait que Jean Bizet, le président de la Commission des Affaires européennes, était aussi présent ce matin. On sait que le Sénat travaille aussi à des propositions de simplification de la politique agricole commune. Est-ce qu'il en a été question ce matin lors des débats? Alors très rapidement, effectivement, Jean Bizet a pris la parole. Il nous a indiqué qu'il travaillait avec d'autres sénateurs, bien entendu, sur les questions agricoles. Il faut d'ores et déjà que nous réfléchissions à la prochaine PAC, qui doit être là aussi plus protectrice de notre marché européen, certainement plus consciente justement d'une simplification et d'un retour vers peut-être une agriculture, cela n'engage que moi, mais qui serait un petit peu plus administrée. Je pense que nous détestions les quotas et pourtant aujourd'hui que nous les avons enlevés, nous voyons bien les limites d'une libéralisation totale du marché de l'agriculture. Je pense qu'il faut qu'on parle de prix minimum. Le président des jeunes agriculteurs a parlé de prix juste. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça aussi au niveau européen. Et puis écart de compétitivité. Il y a dans la prochaine PAC beaucoup de pistes à explorer. Merci Sophie Primas, vous restez avec Merci. nous. On va tout de suite retrouver Perrine Tarnaud avec le sénateur Jean-Paul Émorine qui était présent ce matin. Oui Delphine, la table ronde vient de s'achever à l'instant. Donc la conférence de presse de Gérard Larcher va sans doute démarrer d'ici 5 ou 10 minutes. Jean-Paul Émorine, vous avez assisté à toute cette table ronde ce matin. Dans quel état d'esprit déjà ? Alors dans un état d'esprit où tout le monde a pu s'exprimer très librement, puisque souvent ces gens s'affrontent publiquement avec des manifestations. Je crois que l'initiative du président Larcher est une bonne initiative de façon à avoir ce débat. Je crois qu'il est ressorti surtout, et pour moi qui ai présidé la commission de l'économie pendant 7 ans et demi, eh bien nous devons nous orienter vers la contractualisation entre les agriculteurs, les intermédiaires et bien sûr la distribution. Ce que nous n'avions pas réussi à faire dans la loi agricole de 2009. Il y avait pourtant eu déjà un accord qui était en voie avec le ministère de l'Agriculture ces dernières semaines qui ne tient pas, qui n'est pas respecté. Comment faire en sorte, si vous voulez, que les distributeurs respectent les éleveurs, les producteurs, les agriculteurs? C'est ce qui a été évoqué ce matin, même par Michel-Édouard Leclerc, qui est un des plus récalcitrants, mais qui aujourd'hui a dit moi j'ai pu augmenter le prix de la viande du porc, le prix de la viande bovine, de façon conjoncturelle
conjoncturellement à satisfaire la nécessité des agriculteurs de couvrir leurs charges au niveau des exploitations. Donc moi personnellement, je crois que c'est par la contractualisation, mais ce que j'ai évoqué aussi, et je me bats là-dessus depuis longtemps, il faut aller vers les risques assurantiels pour ce qui est des aléas économiques, les aléas climatiques et les aléas sanitaires des exploitations. C'est un engagement de Michel-Édouard Leclerc à court terme, à moyen terme. Est-ce qu'il s'est engagé sur une période? Parce qu'on sait que l'été va être difficile pour les éleveurs. Il y a une canicule aussi qui se profile. Oui, lui fait valoir qu'il est engagé sur le court terme pendant la période de crise, mais qu'après, il faudra essayer d'inscrire ça dans une contractualisation. Est-ce qu'il y a eu le même engagement de la part des autres distributeurs qui étaient là, puisque toutes les grandes marques de distribution, toute la grande distribution était présente? Ce que j'ai entendu ce matin, toutes les grandes enseignes de distribution ont été sur la même longueur d'onde pendant cette période conjoncturelle. Et personnellement, je crois qu'il faut qu'ils s'engagent dans le temps, dans le moyen et dans le long terme par la contractualisation. On va suivre dans quelques instants la conférence de presse de Gérard Larcher. Merci beaucoup Jean-Paul et Maureen d'avoir répondu en direct à nos questions. Et effectivement, au cours de cette conférence de presse, Delphine, on va pouvoir voir si des décisions ont été prises et si des pistes de réflexion importantes se dégagent. Merci beaucoup Perrine et on va revenir très vite vers vous. J'accueille sur ce plateau Paul Offray qui nous a rejoint. Vous êtes le président de la Fédération nationale porcine. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous représentiez donc cette filière porcine. Est-ce qu'on peut faire un rapide état des lieux aujourd'hui? On sait que les éleveurs porcins ont participé à cette nuit de la détresse. Déjà, on peut saluer l'initiative à la fois professionnelle et du président du Sénat d'avoir initié cette rencontre, parce que c'est vrai que la situation de l'élevage, en général en France, est catastrophique. Pour le secteur que je représente, nous sommes déjà en crise depuis plus de 7 ans. Et on a connu crise économique, crise des matières premières, crise boursière. Et aujourd'hui, en 2014, ça a été encore beaucoup plus compliqué, notamment à cause de l'embargo russe. Et aujourd'hui, en 2015, où on pensait réellement pouvoir sortir un peu du tunnel, alors, et Paul ça Offray, continue. On va discuter avec vous, bien sûr, dans un instant, mais on va tout de suite rejoindre la salle Clémenceau, puisque la conférence de presse de Gérard Larcher a débuté. On se retrouve tout de suite après. Détresse, de désarroi des producteurs, et notamment dans le secteur de l'élevage. Et donc, nous avons organisé ce matin cette rencontre, ce dialogue, qui n'était pas un colloque, mais qui était un dialogue. Je laisserai les uns et les autres vous présenter un petit peu, mais nous avons, je crois, et dans la phase d'échange de ce matin qui a été extrêmement important, entre filières, transformateurs, distributeurs et organisations professionnelles qui nous avaient sollicités, eu un échange dans lequel, personnellement, je retiens d'abord, et ça a été l'objet du dialogue avec le ministre, qu'il nous faut de manière indispensable des mesures de court terme pour répondre à la détresse, au désarroi du monde agricole. Parmi ces mesures de détresse, ces mesures de court terme, il y a naturellement à ce que les accords qui ont été pris soient tenus de manière concrète. La deuxième des points, c'est que, même si le ministre nous a dit que depuis le mois de février, il y avait des cellules qui fonctionnaient, ça n'était pas arrivé jusqu'aux oreilles d'un certain nombre de sénateurs qui sont dans les départements concernés. Ça veut dire que les préfets n'avaient peut-être pas encore soit compris la circulaire, soit totalement mis en place. En tous les cas, je vais demander à ce que clairement les préfets, dans ces départements-là, associent notamment les parlementaires à ces phases de réflexion, comme ceci avait été fait pour les entreprises. Second des points, c'est la situation de la nécessité d'un désendettement de ce secteur agricole, sur lequel nous avons, je crois, ce matin ressenti la nécessité à court terme, mais aussi des mesures de soutien, des mesures d'urgence. Mais je laisserai mes collègues et le président Belin et le président Vasseur en parler, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles nous avons, je crois, permis d'avancer. D'ailleurs, c'est sans doute des hasards de calendrier,
mais l'avance-PAC a été signée ce matin, d'autres décisions sont prises. Nous aurons cet après-midi et ce soir le rapport du médiateur. Enfin, tout ceci est heureux et va dans un sens positif, et je crois qu'il était important. Et il y a aussi ce qui va relever de la responsabilité du Sénat. D'abord, de continuer à se faire l'écho de la détresse et du désarroi sur le terrain, et d'y être attentif. Et il y a aussi des mesures de moyen terme, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, au travers, parce qu'on n'a sans doute pas assez encore insisté sur la notion de la compétitivité, mesures de contractualisation, mesures de traitement d'assurance et des aléas, et mesures d'organisation du marché, avec notamment des contrats à terme. Ce qui me semble, c'est que la réflexion doit encore être approfondie sur le secteur laitier de manière extrêmement rapide, et c'était d'ailleurs les seuls transformateurs qui n'étaient pas présents ce matin, je le regrette, mais ils ne perdent rien, puisque je vais leur demander à les voir très très rapidement, parce qu'on ne peut pas vivre dans un tel secteur en disant je ne viens pas autour d'une table parce que j'ai peur de me faire engueuler. Ce n'est pas une solution. J'ai d'ailleurs noté que ce matin, les choses s'étaient passées dans le dialogue et le respect. Simplement pour le Sénat, nous allons avoir avec les commissions et la commission des finances à travailler sur la nécessité de regarder la question de la fiscalité et de l'endettement, et notamment d'une fiscalité enfin moderne et adaptée aux cycles agricoles. La deuxième des choses, c'est sur le droit de la concurrence, qui est un point sur lequel la Commission va faire écho en lien avec la Commission pour l'Union européenne. Ça, c'est la deuxième priorité. La troisième priorité, sur la compétitivité, c'est que le groupe de travail présidé par Daniel Dubois, qui est là, puisse avancer d'ici la fin de l'année le plus rapidement possible. Vous savez qu'il travaille sur les normes, tout le monde fait des discours sur les normes. Il va falloir sans doute, c'est le président Retailleau qui évoquait ça, parler d'un vrai texte de simplification qui avance. Et enfin, que nous utilisions les pouvoirs de contrôle du Parlement. J'ai dit qu'on n'était pas simplement là en juillet. Mais je cède immédiatement la parole au président Belin et au président Vasseur. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais dire à nos amis de la presse que je veux remercier publiquement le sénateur et le président Larcher d'avoir organisé très vite ce débat. C'est pas banal qu'on demande un débat au sein des assemblées, mais nous avons estimé qu'avec un certain nombre de mes collègues, l'heure était grave, et elle est grave parce que, au-delà d'une situation conjoncturelle que chacun peut apprécier depuis plusieurs semaines maintenant, nous estimons qu'il y a une véritable, il y a une sorte d'impasse sur le plan structurel pour notre agriculture, menacée de disparition dans un certain nombre de régions et sur un certain nombre de filières. Je dis bien menacée, alors les termes sont forts, mais pour reprendre un seul chiffre, nous estimons aujourd'hui que rien que sur la région Bretagne et dans la production porcine, c'est 300 à 400 exploitations qui sont virtuellement en situation de dépôt de bilan. Et les choses vont très vite puisqu'elles s'accélèrent malheureusement chaque jour. Donc au regard de ces constats, et il y en aurait bien d'autres à faire, deux types de propositions, des propositions de court terme, des propositions ou des demandes de moyen terme. Sur le court terme, je vais reprendre ce qu'a dit le Président à l'instant, il y a eu des engagements de prix devant le ministre de l'Agriculture, auxquels d'ailleurs vous avez été associés puisque ça a fait l'objet d'un point de presse à la sortie le 17 juin dernier. Beaucoup de difficultés pour faire appliquer ces engagements, d'où notre demande insistante que le médiateur qui a été chargé de vérifier ces engagements puisse sortir très vite son rapport et qu'on puisse aussi, au fond, pointer du doigt ceux qui agissent et ceux qui ne font rien. Et je crois qu'il faut aller jusque-là, malheureusement, c'est pas très agréable, mais c'est ce que nous souhaiterons faire. Deuxième point, c'est la question de la transparence, mais derrière la transparence, c'est aussi la question de l'étiquetage, c'est la capacité quand même à valoriser une origine France. Alors, nous ne sommes pas naïfs, nous savons que le marché, c'est le marché, mais on peut aussi quand même, dans un pays où on revendique quand même une certaine qualité made in France, revendiquer aussi un prix qui soit peut-être un peu différent qu'un standard mondial, qui sert souvent aujourd'hui un peu finalement d'étalon par rapport au prix pratiqué. 3, on parle beaucoup de la grande distribution, certes, elle a ses responsabilités, nous avons aussi les nôtres, et je crois que ce qui a été dit ce matin, c'est que finalement, nous étions plutôt dans une phase de co-responsabilité entre l'ensemble des acteurs
et y compris avec les élus et les pouvoirs publics, notamment le gouvernement. Co-responsabilité veut dire que chacun doit identifier ce qui lui incombe et ce qui lui revient. Et dans ce domaine-là, je vais citer un des maillons qui n'était pas non plus présent ce matin, mais qui est la restauration hors domicile. Vous savez que depuis le mois d'octobre dernier, nous menons un certain nombre de discussions avec ses représentants pour faire en sorte que dans les appels d'offres et dans ce que l'on sert dans les cantines scolaires, dans les hôpitaux, bref, un peu partout, on puisse aussi privilégier quand même une origine France. Il ne suffit pas de se gargariser en disant que oui, on a X% d'origine France, encore faut-il le démontrer. Or, manifestement, on est loin du compte dans la restauration au domicile. C'est un point important. Et là aussi, les élus peuvent nous aider parce qu'ils sont souvent aussi responsables de gestion de ces formes de restauration collective. Sur le moyen terme, 3 sujets. Le premier, ça vient d'être dit, mais je le reprends à mon compte. Oui, nous devons travailler sans doute des modèles alternatifs en matière d'engagement contractuel. Alors la contractualisation, on en parle beaucoup depuis la loi de 2010. Elle n'est absolument pas aujourd'hui au niveau auquel nous pourrions prétendre. Elle doit se manifester dans 2 directions. D'abord, consolider ce qui peut l'être en matière de relations de l'amont à l'aval, y compris jusqu'aux distributeurs. Et je crois que ce point-là est fondamental. Deuxièmement, cette contractualisation, elle peut aussi, à certains moments, nous permettre d'envisager par de l'export, voire par du dégagement de marché, des dispositifs qui permettent de soutenir quand même les prix. Ça, c'est un travail que nous devons mener collégialement, avec l'appui aussi des pouvoirs publics, et notamment de la Commission européenne, sur laquelle nous attendons un certain nombre d'avancées. Deuxième point, c'est sur toute la question au fond, des conditions qui peuvent restaurer la compétitivité dans notre pays. Ils sont nombreux, ces conditions, mais on peut parler de la fiscalité, c'est un sujet, on peut parler de l'investissement, on peut parler évidemment de la question normative et administrative. Alors le ministre a beau nous dire qu'on fait beaucoup dans ce domaine-là, le constat que nous faisons, nous, n'est pas du tout de ce niveau, puisque malheureusement, et je le dis là aussi, on peut prendre des tas d'exemples, une norme simplifiée, 2 créée dans la foulée, et ce sont souvent quand même du franco-français. Cessons de dire que ça vient de Bruxelles, on est là-dessus quand même particulièrement zélé. Troisième élément, toujours dans ce domaine du moyen terme, c'est le désendettement. Alors pourquoi nous le citons aussi dans le moyen terme, même si ce sont des urgences qu'il faut absolument traiter? Parce qu'au-delà de mesures conjoncturelles d'appui à la trésorerie, via la MSA, via des aménagements bancaires, nous pensons sérieusement aujourd'hui qu'il faut travailler à un plan de désendettement de l'agriculture française. C'est un des moyens qui permettra de restaurer sans doute durablement la compétitivité de l'agriculture et qui permettra aussi du coup d'être peut-être un peu moins frileux sur l'investissement nécessaire pour nous mettre à niveau. On ne peut pas reculer de place en place comme ça. On est sur la 3e place aujourd'hui. On risque de passer à la 4e dans peu de temps si rien ne bouge dans ce pays, sur le podium européen. Je crois que tout est dit dans ces chiffres-là. J'en donne un quand même. Production porcine, parce que c'est éloquent. 15 ans en arrière, 20 à 25 millions de cochons produits en France, en Allemagne et en Espagne. 15 ans après, la France va finir à 20 à la fin de l'année. L'Allemagne va finir à 43, l'Espagne à 48. Bon. Et après, on nous dira que nous ne sommes pas compétitifs, que ceci, que cela. J'ai d'ailleurs posé une question ce matin, alors je vous la redis à vous, parce que elle est peut-être un peu brutale et peut-être un peu cynique, mais quand même. La question que nous nous posons, au moins pour une production comme le porc, c'est finalement de savoir si tout ça ne participe pas d'une certaine stratégie et que, sous couvert d'éléments économiques et sociaux, on est en train progressivement de se délester sur la production porcine. On évitera ainsi des problèmes de pollution, des problèmes de nuisance, des problèmes de construction de bâtiments de maternité. Bref, on aura mis une croix sur une production et on ira faire nos approvisionnements à l'extérieur de nos frontières. C'est quand même un point d'interrogation qui nous autorise aujourd'hui à le poser. Merci. Monsieur Cressel, puisque vous êtes le délégué général et que la distribution quand même subit, l'a dit ce matin, un certain nombre d'épisodes parfois douloureux pour les personnels, mais en même temps vous êtes rentré dans le dialogue, et vous l'étiez déjà avant, mais... Merci Monsieur le Président. Effectivement, les dirigeants des 7 plus grands groupes de distribution étaient présents ce matin. Ils étaient présents parce qu'ils ont tous dit que la situation était grave et qu'on partageait totalement le constat fait par tous les acteurs, Xavier Belin en tête et tous les présidents de fédérations de producteurs.
Ils étaient aussi là pour réaffirmer, et ils l'ont fait, je crois, de manière tout à fait solennelle, dans le respect des règles de concurrence, chacun à leur tour, les engagements qu'ils ont pris sur les marchés et qui ont d'ores et déjà un certain nombre de résultats. Et nous sommes, de ce point de vue, nous nous sommes collectivement prononcés pour qu'il y ait la transparence totale, et nous sommes particulièrement attentifs à tout ce que pourra dire notamment le médiateur qui est en charge d'établir cette transparence, parce que s'il y a des acteurs, notamment certains qui n'étaient pas là ce matin, par exemple, qui n'ont pas joué le jeu, il est clair que ceux-ci doivent être publiquement dénoncés. En même temps, nous avons travaillé à la fois sur le conjoncturel, en réaffirmant solennellement les engagements, en disant d'ailleurs au passage que toutes les déclarations hostiles à notre secteur, comme l'ensemble des agissements qui malheureusement existent tous les jours à l'encontre des salariés de la grande distribution et de nos magasins sont tout à fait condamnables, et nous les condamnons de manière tout à fait claire en disant que nous avons pris des engagements, nous tenons ces engagements et qu'il n'y a aucune raison que nous soyons la cible de ces actions. Au-delà de ces éléments conjoncturels, je crois que nous avons tous mis en avant un certain nombre de thèmes tout à fait clairs. Le thème de la contractualisation, comment aller vers du plus long terme, le terme de la compétitivité naturellement, et qui renvoie à toute une série d'éléments du côté des pouvoirs publics, celui de la qualité, qui est un élément tout à fait majeur. Nous n'arriverons à sortir de cette situation que si nous sommes collectivement capables d'aller vers plus de qualité, plus de consommation, plus de segmentation, faire en sorte qu'on choisisse la voie de la valeur ajoutée et non pas de la destruction de valeur dans tous ces domaines. Donc je crois que, comme l'ensemble de ces réunions, elles sont extrêmement utiles, et elles sont utiles pour faire en sorte qu'on sorte de ces idées toutes faites consistant à dire qu'il y a simplement deux acteurs autour de la table qui sont la production et la distribution. Je rappelle qu'en tant que distribution, nous n'achetons pratiquement rien en direct aux producteurs, que nous achetons à des industriels qui sont au milieu, et que par ailleurs, par exemple sur la viande bovine, nous ne représentons que 50% du marché. Le reste étant notamment du côté de la restauration hors domicile ou des boutiques traditionnelles. Et donc, il faut que tout le monde, effectivement, participe à l'effort. Bien, je rappelle, réponse aux questions-réponses notamment avec l'autorité de concurrence. Donc, on tient les engagements, décision de ce matin. On a engagé le ministre à des mesures de dégagement de marché. Et d'ailleurs, je prendrai une initiative dès cet après-midi en direction, je l'ai dit publiquement, du président Juncker, parce que c'est une compétence européenne, mais on ne peut pas avoir des débats sur d'autres pays sans se pencher sur la détresse de nos agriculteurs. Le président Belin l'a dit, l'importance de l'étiquetage et d'aller plus loin. Et il y a des décisions à prendre très très rapidement dans le cadre de ces cellules. Je pense situation MSA d'un certain nombre, situation de dette immédiate, fin de tableau, et puis les choses à plus long terme que j'ai évoquées. Les questions, maintenant, ils sont tous là, ceux qui sont intervenus. Sinon, je pourrais vous raconter, il y avait tous les groupes politiques ont pris la parole ce matin, et simplement, j'insiste sur le point que je partage qu'un certain nombre de transformateurs, notamment dans un secteur, ont manqué. D'autres qui étaient mis sur la sellette ont été présents, et je tiens à le souligner aussi. Voilà. Bonjour. Samuel Ribaud, agence ALP. Monsieur Belin, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le plan de désendettement que vous évoquiez ? Écoutez, c'est un constat malheureusement que nous faisons aujourd'hui. Si nous voulons retrouver, quand on regarde tous les leviers possibles pour améliorer la situation et notamment durablement des
des éleveurs et des récents investisseurs, moi j'en arrive à la conclusion que la seule solution va être de mettre en place un plan de désendettement massif. Alors par quel biais? Je crois qu'il faut y travailler. Il ne s'agit pas ce matin d'être affirmatif. Il faudra voir d'ailleurs quelle eurocompatibilité par rapport aux mesures proposées. Mais sans être ni populiste ni démago, les paysans aujourd'hui ont quand même beaucoup de mal à comprendre qu'on pourrait accepter un certain nombre d'aménagements concernant un pays de l'Union européenne et laisser de côté un pan de notre économie à travers notamment son agriculture ou son élevage plus particulièrement. D'autres questions? Émilie Durand, Agrapresse, vous avez parlé ce matin, tout à l'heure, d'une avance des aides PAC qui aurait été signée ce matin. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Ce qu'on peut dire là-dessus, c'était l'engagement c'était une demande que nous avions formulée et un engagement du ministre, et du Premier ministre lui-même d'ailleurs. Donc c'est bien la France qui va prendre en charge des intérêts à travers un emprunt que la France va contracter pour permettre une avance dès début octobre, comme c'était le cas d'ailleurs sur les dernières années. Mais le règlement communautaire aujourd'hui et surtout le retard pris sur les déclarations ne permettront pas de faire cette avance sur des bases enregistrées au fond et à jour, se fera uniquement sur un acompte sur paiement qui viendra ensuite se solder en décembre. C'est comme ça que ça va se faire. Alors le point particulier quand même, c'est que les agriculteurs devront faire une demande eux-mêmes pour avoir accès à ce préfinancement en quelque sorte, cette avance. Alors, oui, il y a une particularité qui est que, à partir du moment où les intérêts, même s'ils sont faibles, vu le taux de l'argent en ce moment, sont pris en charge par l'État, l'aide en question rentre dans les plafonds des de minimis. Bon. Et on va demander à chaque agriculteur, mais ça, on rentre un peu dans la technique, d'être sous plafond de de minimis pour avoir accès à l'aide en question. Donc, quand tu fais référence à une usine à gaz, oui, on espère que ce ne sera pas une usine à gaz. D'ailleurs, chaque agriculteur aujourd'hui, moi, si vous me demandez quel est mon montant de minimis, j'en sais rien du tout. Je suis incapable de le connaître. Guy Vasseur. Non, je voulais compléter ce que vient de dire Xavier. Notre souci, c'est que les agriculteurs soient tous informés. D'où la demande qu'on a faite au niveau de la profession pour que du ministère ou des directions départementales des territoires, une lettre d'information arrive chez le ministre, chez les agriculteurs. Dans le même temps, les organisations professionnelles, pour éviter l'usine à gaz ou pour expliquer aux agriculteurs, seront à la manœuvre pour faire en sorte que les agriculteurs puissent faire cette demande. Sinon, ça ne coûtera pas grand-chose effectivement à l'État. C'est pas l'objectif malgré tout, mais ça ne coûtera pas grand-chose à l'État si on n'avait qu'un pourcentage de 10 ou 15% d'agriculteurs qui seraient en mesure, parce qu'ils ont eu la bonne information, le bon accompagnement, donc de pouvoir avoir cet acompte. Et quand on est sur le domaine de l'élevage, c'est indispensable. D'autres questions? Je suis désolée, je reviens parce que j'ai peut-être pas tout compris. Donc en fait, l'usine à gaz, c'est que certains agriculteurs y auront droit et d'autres pas. Enfin, on est d'accord. Ok. Non, mais c'était juste pour. Non, mais il faut que l'information arrive à tous. Bon, c'est un formulaire à remplir. Bon, ce qu'on espère, c'est que sur cette question des de minimis, ce ne soit pas un truc complètement ingérable. Bon. Mathieu Robert, Agrapresse. Le ministre Le Foll dit qu'il n'a pas les moyens juridiques de forcer les transformateurs à augmenter les prix. Est-ce que vous avez des propositions à lui faire en la matière? D'abord, dialoguer avec ces transformateurs. Et vous savez bien qu'il y avait une tension, il faut parler clair, avec Bigard. Que ce soit sur l'affaire de la plateforme, que ce soit aussi parce que Bigard vivait très difficilement un certain nombre de tensions avec le monde agricole. M. Bigard a accepté le dialogue avec moi-même.
il était représenté ce matin par son directeur des achats et je vais continuer à avoir ce contact. Je crois qu'il faut qu'on sorte de part et d'autre d'ailleurs de posture de refus de dialogue parce qu'il faut à un moment mettre tout ça autour de la table et nous savons bien que le rôle et le poids de cette entreprise et sa responsabilité en matière d'exportation de viande. Il faut que si on peut jouer un rôle de facilitateur, c'est ce rôle-là auquel doit jouer. Mais je dois dire que j'ai regretté, c'est que les transformateurs laitiers ne soient pas présents. C'était les seuls, au bout du compte, qui manquaient ce matin. Ils se sont désengagés au cours de la nuit, comme s'ils craignaient. Et pourtant, quand on entend le président Roquefeuille, on mesure bien. On a beaucoup parlé de viande ce matin, mais j'aurais dire un mot du lait. Parce que tout le monde annonce que la deuxième semestre sera meilleure. Nous avons entendu des producteurs qui nous disaient qu'ils étaient sur la base de 300 € la tonne, les 1000 litres. Et la distribution affirme 340 et tout le pousse à les croire. Et il y a le problème aussi du marché international, de la poudre de lait. Tous ces sujets-là font qu'il va falloir qu'on approfondisse pour le secteur laitier, qui a en plus une dimension d'aménagement du territoire et de présence sur le territoire. Et je crois que c'est notre collègue Grémillet qui insistait sur le rôle et la place de l'élevage, qu'il soit laitier ou allaitant, mais c'est particulièrement sensible pour le lait. Là. Il y a deux grands connaisseurs là, à mon tribord, Michel Raison, Daniel Grémillet aussi. Je dois dire que c'est un sujet très important territorialement. C'est un sujet de revenus, c'est un sujet humain, c'est un sujet de positionnement économique de notre pays, mais c'est un sujet territorial, car il a été dit ce matin que c'est souvent la dernière barrière avant la désertification, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit territoriale. Et donc c'est un point important, et je dois vous dire qu'avec le président Lenoir, mais qui connaît bien un département laitier que je connais assez bien aussi, ça va être un de nos sujets, et Jean Bizet, sur ce sujet dans la dimension européenne, il y a eu un rapport présenté avec Claude Haut il y a peu de temps sur ce sujet. Jean. Oui, Monsieur le Président. Moi, je voudrais mettre le focus, si vous voulez, sur un message que nous avons adressé tout à l'heure au ministre. Et je peux vous dire qu'il y a un courrier qui va être à la signature du président Larcher et co-signature de Jean-Claude Lenoir et de moi-même à l'adresse de Monsieur Juncker pour précisément lui demander qu'au niveau de la Commission européenne, il y ait un autre regard porté sur l'autorité européenne de la concurrence. Il y a une complémentarité entre deux articles du traité de fonctionnement de l'Union européenne, l'article 39 sur la PAC et l'article 42 sur la concurrence, qui depuis une cinquantaine d'années ont du mal à coexister, et au fil d'un demi-siècle, eh bien, on a une, je dirais, focalisation à l'adresse pratiquement essentiellement du consommateur, et on a fini par oublier le producteur. Aujourd'hui, ça devient crucial. Il faut rétablir précisément, je dirais, cette vision des choses. C'est la seule façon, à mon avis, ensuite de décliner une meilleure ambiance à l'adresse du secteur, je dirais, amont, tout simplement, ce qui déclinera une nouvelle approche de la contractualisation. Moi, je crois très, très fortement, et Michel Raison a très clairement montré dans son dernier rapport que les OP de deuxième génération sont essentiels à l'évolution de la filière laitière. Il est impératif que nous puissions contractualiser, dans la contractualisation, y intégrer le dernier maillon de la chaîne, qui est la grande distribution. Il devra être clairement dit que nous devons y adjoindre, si vous voulez, les coûts de production et également les conditions de marché. Il faut quelque chose d'assez équilibré. Et le troisième point, ça a été évoqué tout à l'heure par le président Larcher, je remets l'accent là-dessus. Il n'y a plus de politique d'intervention, il n'y a plus de politique pratiquement de stockage, je dirais de restitution. Eh bien, au lendemain d'un débat difficile sur la Grèce, nous devons faire comprendre, si vous voulez, que l'Europe de l'orthodoxie budgétaire, je l'ai dit hier, ne fait pas rêver. Mais l'Europe de l'orthodoxie budgétaire a au moins un mérite, c'est celui de faire les fins de mois de certains pays en dérive, et également d'assurer une couverture alimentaire de pays
en difficulté ou en détresse. Eh bien, ce que les Américains font au travers du Food Stamp Programme, l'Europe doit le faire au travers d'une aide alimentaire. Voilà le courrier que nous allons adresser. Un mot de Michel Raison, ensuite on prend une dernière... non, il y avait une question là. Oui, pardon. Oui, et après Michel. Pierre Cavret d'Ouest France. Encore hier, dans nos régions, en Bretagne, en Normandie, il y a eu encore beaucoup de colère. Est-ce que vous pensez que ces bonnes intentions autour de la table, s'il n'y a pas de mesures concrètes très rapides, je dirais, dans les jours qui viennent, ne vont pas permettre d'éteindre effectivement cette colère? Qu'est-ce qui, au sortir de cette réunion-là, peut permettre de donner un signal fort aux gens sur le terrain qui sont dans la détresse? Je vais répondre qu'il y a des propositions sur la table concrètes qui ont été, je le pense, entendues par le ministre, qui permet de vous dire que cet après-midi, les questions d'actualité au Sénat vont quasiment être toutes des questions agricoles. Chacun des groupes me semble avoir retenu cette priorité avec des engagements. Et donc, les agriculteurs qui regarderont soit Public Sénat, soit France 3, pourront entendre ce que nous avons entendu ce matin. Engagement à tenir, c'est des vraies cellules sur le terrain qui font face aux difficultés des agriculteurs pour les soutenir, pas simplement dans les mots. Quand il y a des affaires de trésorerie, il y a des affaires de MSA, on sait que c'est très angoissant pour un exploitant. Quand il n'y a plus de revenus, on sait que c'est très angoissant. Les mesures de désengagement de marché, parce que nous savons qu'entre sécheresse, diminution de la consommation, nous allons avoir un problème, j'allais dire, sur les marchés de surabondance et qu'il faut les gérer. Et il faut aussi que les gens et les agriculteurs constatent que l'étiquetage viande française, c'est quelque chose qui progresse. Je parle devant le président du groupe du Rassemblement démocratique, le président Mézard. Dans le Cantal, les gens, ils ont envie de voir que les races à viande française, ça corresponde à quelque chose de très concret. Donc voilà des choses très concrètes que nous souhaitons, nous avons demandé au ministre et que nous allons porter aussi. Alors, oui, vous y avez complété, là? Oui, juste un mot. C'est là que nous n'avons pas été satisfaits des réponses du ministre ce matin. Parce que le ministre, il ne peut pas se contenter d'être le greffier d'un accord, celui du 17 juin. Ce que nous avons demandé au ministre, c'est de faire la transparence sur cet accord. D'une part. Ensuite, on ne peut pas laisser un secteur d'activité avec des millions d'emplois, parce qu'il y a les agriculteurs et il y a tous les emplois induits. Et nous qui sommes des élus aussi ruraux, nous savons ce que nos territoires, ce que la ruralité française doit aux entreprises agricoles, et dans l'Ouest notamment, où l'élevage est particulièrement important. Donc je me souviens parfaitement, moi, quand on a affronté la crise en 2009, des mesures exceptionnelles que la France avait su prendre pour l'automobile. Je pense que dans les mesures d'urgence, il ne suffit pas de faire respecter l'accord du 17 juin, même si c'est important, mais j'appuie totalement les propositions de Xavier Belin. Il y a un problème aujourd'hui, notamment sur l'endettement, et l'État doit être en mesure, si on pense que l'agriculture doit encore avoir dans notre pays un avenir, avec l'agroalimentaire, il y a des réponses urgentes à prendre. Et si ces réponses-là, elles ne sont pas données dans les semaines, dans les jours, dans les semaines à venir, je ne réponds pas de ce qui peut arriver sur le terrain. Évidemment, vous le constatez, je le lis évidemment dans d'excellents quotidiens régionaux de l'Ouest chaque jour. Oui, je suis moi-même, en tant que sénateur de l'Orne, un lecteur du grand quotidien régional. Votre question est très pertinente. Il y a bien sûr les mesures à plus long terme, c'est la réorganisation du secteur, restructuration, que sais-je. Il y a les mesures immédiates. Immédiates, c'est-à-dire avant le départ en vacances. Il est trop facile de dire, écoutez, oui à la rentrée, etc. Non, nous vivons les uns et les autres, notamment dans l'ouest de la France, mais je crois que d'autres départements ne sont pas épargnés, des situations absolument dramatiques. Bon. Il y a deux mesures, car il faut donner de l'oxygène aux éleveurs. Il y a une première mesure à prendre pour qu'il y ait une suspension des remboursements d'emprunts contractés. Il y a une période blanche, un moratoire qu'il faut absolument mettre en place. Deuxièmement, et là-dessus nous étions assez irrités, Bruno Retailleau et moi, nous disons au ministre, faisons comme on l'a fait dans les périodes de crise, il faut qu'il y ait une cellule départementale qui regarde les dossiers individuels
et qu'on étudie cas par cas les réponses à apporter. Là, le ministre dit, avant même d'avoir entendu la fin de la phrase, mais ça existe, il y a des cellules de crise dans les départements, etc. Il leur dit encore après, vous ne connaissez pas, etc. Nous avons vérifié. Nous avons, mais attends, nous avons vérifié auprès. On a envoyé un message à un préfet que je ne vais pas identifier, parce qu'évidemment, il porte une responsabilité. Il dit, ah oui, oui, attendez, je vais d'ailleurs vous dire, oui, il existe une veille permanente sur ce sujet, une veille permanente, avec des interventions gérées avec la profession. Cela s'applique en ce moment pour les problèmes liés au retard de paiement des mesures agro-environnementales. Franchement, le décalage qu'il y a entre l'assurance donnée par un ministre, comment, monsieur le sénateur, vous devriez connaître votre territoire, tout ce que vous demandez, mais ça existe. Non, nous, c'est vraiment une cellule de crise pour recevoir des éleveurs qui n'en peuvent plus, qui sont dans le rouge et qui n'ont plus aucun moyen même pour vivre. Donc, mesure immédiate, et voilà, les deux qu'il faut absolument regarder. Mais ça, c'est du concret. Michel Raison, Benoît Huré. Un tout petit mot pour sortir, sur le court terme, tout a été dit. Mais ne pas oublier, pendant les discussions d'urgence qu'on a aujourd'hui, à préparer aussi le long terme qui est plus européen cette fois-ci. Parce qu'on ne peut pas imaginer un marché qui se libéralise sans véritable politique. Plus le marché est libéral, plus il a besoin d'une politique agricole. Que ce soit les États-Unis, il n'y a pas de pays complètement libéraux. Or, on vient de vivre, je prends l'exemple du lait, 30 ans de quotas laitiers. C'était un système de régulation, les quotas. Donc c'était normal qu'à partir du moment où on ait des quotas, on ait mis un peu en sommeil les systèmes européens de régulation, avec un prix très très bas, très en dessous de ce qui devrait être au niveau de l'intervention et des systèmes de déclenchement quasi inexistants. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se réveille au niveau européen sur ce système de régulation. On ne peut pas rester comme ça. Donc il faut aussi, et ça c'est le boulot d'un ministre de l'Agriculture, il a vaguement dit que les autres pays n'étaient pas trop d'accord. Mais c'est à lui de les convaincre. Et on ne peut pas imaginer, surtout une sortie brutale des quotas, enfin elle est brutale sauf qu'on le sait depuis 2003 qu'on va sortir des quotas laitiers. Donc il faut absolument remettre en route à moyen terme, même à court terme, un système de régulation. Et ensuite, on en a déjà parlé avec le président de la Commission des Affaires européennes, peut-être remettre à zéro la politique agricole commune aussi. Tout le monde convient qu'elle n'est pas parfaitement efficace, qu'elle est complexe, qu'elle coûte cher, et qu'on aurait peut-être aussi à regarder ce qui se fait aux États-Unis pour voir si on n'aurait pas intérêt à s'en inspirer pour faire quelque chose de plus simple, de plus adaptable en fonction des marchés, parce que des politiques qui restent constantes de la même façon, quel que soit le marché, quelles que soient les crises, ça ne peut pas fonctionner. Alors on a aussi, système européen, un observatoire qui doit servir à prévenir qu'il va y avoir une crise, mais il faut qu'on l'utilise et qu'on s'en serve. Ce n'est pas la peine d'avoir un observatoire si en face, on ne met pas en route les systèmes de prévention de crise. C'est complètement inutile. Donc ça, je pense quand même que c'est très important. Voilà. Initiative donc de rencontre avec le ministre. Pourquoi ne pas avoir lancé une initiative parlementaire, c'est-à-dire l'avoir étendue à l'Assemblée nationale, ce qui aurait peut-être donné plus de poids à votre démarche, à vos démarches? Écoutez, d'abord, nous sommes en session extraordinaire. Si nous avions été en session ordinaire, la conférence des présidents aurait été réunie pour organiser un débat en séance. Mais il nous a semblé qu'il était beaucoup plus utile de provoquer cette rencontre et à l'initiative du président de la FNSEA pour mettre tous les acteurs autour de la table. Ce que n'aurait pas permis un débat parlementaire. Non, mais j'ai compris la question. Parce que ce qui vous intéresse, c'est pourquoi on ne l'a pas fait avec Barthelone. Non, mais... Oui, mais le président de la FNSEA a saisi le président Barthelone. Et donc, je ne sais pas lequel... Il n'a pas de réponse à ce jour. Il ne l'a pas répondu. Donc, naturellement, on travaille avec les collègues députés des territoires, parce que, vous savez, députés et sénateurs, dans les départements qui ne vont pas bien, eh bien, on porte ensemble. Quand vous êtes dans le bout du Perche de l'élevage, à la frontière entre guillemets de mon département natal, l'Orne, vous savez, on regarde pas trop les étiquettes politiques. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui n'arrivent plus à faire les fins de mois, il y a des gens qui n'ont plus de quoi aujourd'hui réparer la botteleuse parce qu'on est en fin de campagne et qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça le vécu des gens. Et c'est
Et c'est quand le road-balleur est en panne, eh ben, on n'a pas les pièces suffisantes pour faire. Donc voilà les choses très concrètes. Nous, on se dit qu'on ne pouvait pas partir d'une session extraordinaire sans avoir proposé des réponses au monde agricole qui traverse une phase vraiment très difficile. Xavier, tu voulais dire, et puis après on va se séparer. Benoît Huré, oui, le Sénat est tout à fait dans son rôle. Le Sénat représente aussi les territoires, et on est interpellé dans les territoires. Et il n'y a pas de territoire, je ne sais plus qui disait, il n'y a pas de pays sans paysans. Et nous, on est en train de mesurer combien, parce qu'on est sur le terrain tous les jours, combien la perte du nombre de paysans devient quelque chose d'anxiogène dans les territoires. Donc on est dans l'urgence et dans cette configuration qu'un débat en hémicycle n'aurait pas permis. Donc c'est quand même un exploit d'avoir réuni toute la filière, ou presque. Il manquait quelques transformateurs. Je pense que cette réunion devrait permettre au ministre de mesurer l'urgence de la situation. Et c'est vrai, tu as pris des exemples concrets. Quand les machines sont en panne, que le fournisseur de machines dit « écoute, tu as plus de 6 mois de retard dans tes paiements, je ne te donne pas de pièces ». C'est ces situations-là qui peuvent amener au pire à l'irréversible pour l'agriculteur ou par la famille d'agriculteurs. Et c'est ça qu'on veut prendre en charge. Des mesures urgentes très ponctuelles. Un report des échéances. Que ce soit les échéances sociales, que ce soit les échéances bancaires. Ça redonne un petit peu d'oxygène. C'est ce qu'on a voulu regarder. On a voulu aussi, et Michel Raison l'a expliqué, on sort d'un système de PAC. On est inscrit dans l'économie de marché. Mais l'agriculture, c'est une activité qui n'est pas comme les autres. Elle est soumise aux aléas climatiques, aux aléas sanitaires et à la volatilité des cours. Et pour nous, et on en a convenu même avec la distribution, et il faut que les consommateurs le comprennent, avoir des marchés et des contrats pour réguler l'offre, pour avoir des prix qui soient tenables, le juste prix pour tout le monde, le juste prix payé par le consommateur, le juste prix pour le distributeur, le juste prix pour le transformateur et le producteur. Et ça passe par une politique de stock, de dégagement de marché à certains moments, de remise de quantité sur les marchés pour éviter les spéculations. Et il faut comprendre que si l'agriculture française s'effondre, les consommateurs demain paieront très cher leur prix alimentaire. Enfin, moi, je voulais remercier Gérard Bailly, président du groupe de l'élevage, Jean-Claude Lenoir et Jean Bizet de nous avoir aidés à préparer, parce que pour le groupe de l'élevage, c'est naturellement une forme d'urgence. Oui. Merci. Voilà pour cette conférence de presse de Gérard Larcher, le président du Sénat, que vous avez pu suivre en direct sur Public Sénat. Le président du Sénat qui s'est engagé à prendre des mesures de court terme face à l'urgence de la situation. Les accords pris doivent être tenus et il y a encore des engagements à tenir, a-t-il souligné dans son intervention. Il a rappelé également que les préfets devaient être associés aux parlementaires sur le terrain. Et puis il a mis également en exergue la nécessité d'un désendettement avec des mesures de soutien au secteur agricole. On poursuit cette édition spéciale avec nos invités en plateau. J'accueille Paul Offray. Merci d'être resté avec nous, président de la Fédération nationale porcine. J'accueille également Thomas Dimer. Vous êtes le président du syndicat national des jeunes agricultures de France. Merci d'être avec nous. Je voudrais vous faire réagir à ce que vous avez pu entendre et à ces engagements, ces mesures demandées par le Sénat. Peut-être avec vous, Thomas Dimer. Ça va dans le bon sens, on imagine. On espère que ça va aller dans le bon sens. Alors aujourd'hui, on prend acte des engagements, mais on souhaite vraiment qu'il y ait des vraies réalisations concrètes, parce que sur le terrain aujourd'hui on ne sait plus faire, quoi. Il y a des milliers d'agriculteurs qui se lèvent tous les jours, qui travaillent dur, qui aiment leur métier mais qui n'arrivent pas à vivre de leur métier, et face à cette détresse il nous faut des solutions sur le court terme parce qu'il y a urgence, mais il faut aussi qu'on se projette sur le moyen ou le long terme. Il faut qu'on réfléchisse comment rénover nos relations commerciales avec les différents acteurs des filières, parce que c'est bien là aussi que se situe une partie du problème. Il y a des enjeux de contractualisation, il y a des enjeux de simplification des normes, et tout ça doit concourir à justement redonner un petit peu de souffle et surtout un petit peu de perspective à notre agriculture, parce qu'on en a besoin. Le premier défi qui nous attend, c'est d'abord renouveler les générations d'agriculture. Il faut savoir que dans les 10 ans qui viennent, il y a plus de 50% des éleveurs qui vont partir à la retraite, et si on reste dans les conditions d'exercice de notre métier, mais aussi les conditions économiques de notre métier, on ne va pas susciter beaucoup de vocations, malheureusement. C'est sûr que l'endettement des agriculteurs peut faire peur. Paul Offray, on a entendu ce chiffre
chiffres évoqués par Xavier Belin sur les installations porcines menacées de disparition. Par exemple, il citait la Bretagne, 300 à 400 exploitations seraient virtuellement en dépôt de bilan. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? C'est même pire que ça. Donc c'est la triste réalité. Je voudrais simplement dire dans un premier temps que moi je salue l'initiative à la fois professionnelle et du président du Sénat d'avoir organisé cette rencontre, parce que je pense qu'aujourd'hui l'heure est très très grave. La situation dans les campagnes est explosive au niveau de l'élevage. Donc il faut absolument qu'on puisse trouver des réponses rapides à la détresse du terrain. Les agriculteurs travaillent beaucoup et perdent aujourd'hui beaucoup d'argent. Les éleveurs sont très endettés. Il faut absolument qu'on trouve des solutions à court terme sur les prix. Alors, ce qui a été proposé, par exemple, suspension des remboursements des prêts contractés, ça c'est quelque chose que vous réclamez depuis longtemps? C'est une mesure qu'on demande déjà depuis longtemps auprès des organismes bancaires. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas eu de réponse satisfaisante en la matière. On nous répond régulièrement que ce sont des mesures complexes à mettre en place. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule solution pour pouvoir redonner de l'oxygène aux éleveurs. Et un des éléments les plus importants, c'est qu'aujourd'hui, les taux bancaires sont relativement faibles, voire très faibles. Et c'est une chance historique de pouvoir réaménager les encours bancaires pour les éleveurs de porc en particulier, mais peut-être pour l'ensemble des éleveurs en France. On a vu aussi cette exigence de transparence, notamment dans l'étiquetage, avec une promotion du Made in France. Qu'est-ce que ça vous inspire, Thomas Dimers, ces propositions? C'est aussi un des leviers qu'il nous faut actionner, justement, avoir une meilleure visibilité des produits français. Par de la traçabilité. Je crois que sur nos exploitations, on le fait très bien, hein, de faire de la traçabilité, de suivre nos animaux. Mais cette information, il faut qu'on l'amène jusqu'au consommateur pour les produits frais, mais aussi pour les produits transformés. C'est très important, notamment pour nos filières d'élevage. Et je crois qu'il y a aussi une vraie responsabilité de tous les opérateurs pour s'approvisionner en production française et puis dans la grande distribution, mettre aussi en avant les productions françaises qui sont de qualité, diversifiées et qui sont à même de répondre aux besoins du consommateur. Je crois que c'est un enjeu fondamental. Cette exigence de transparence, elle doit être portée par tous les acteurs de la filière, Paul Offray? Écoutez, l'étiquetage est un dossier déjà ancien. Hein. Depuis la vache folle, dans les années 95-96, les choses se sont mises en place, on va dire, relativement lentement. Mais c'est vrai que depuis un moment, en France, les choses se passent plutôt bien en matière d'étiquetage de viande fraîche. C'est beaucoup plus compliqué sur les produits transformés, pour la bonne et simple raison que les industriels aujourd'hui préfèrent plutôt s'arbitrer sur les marchés européens et surtout s'arbitrer sur les prix. Donc nous, notre combat permanent, c'est de pouvoir finalement à moyen terme imposer l'étiquetage généralisé sur tous les produits agricoles. Je pense que c'est la première pierre, c'est les fondements même de toute politique de qualité. Il y a aussi beaucoup de conditions pour restaurer la compétitivité, c'est ce qui a été dit au cours de cette table ronde en matière de fiscalité, de normes. Thomas Dimers, un mot peut-être sur ces facteurs qui permettraient bien de rendre l'agriculture française davantage compétitive. Oui, je crois que c'est un vrai enjeu aussi à moyen terme qu'on regagne de la compétitivité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la fiscalité n'est plus vraiment adaptée au contexte de marché et aux risques aussi que subissent nos exploitations. Donc je pense qu'il y a une vraie révision à voir par rapport à la fiscalité de nos entreprises. Et puis les réglementations, aujourd'hui, elles vont trop loin, quoi. On remet en cause l'exercice de notre métier, on superpose des réglementations les unes sur les autres. Souvent, en fin de compte, on comprend même plus ce qu'on nous demande parce qu'il y a tellement eu de normes, d'amendements ou de choses supplémentaires. On a entendu pour une norme simplifiée de s'en créer. Elles viennent pas seulement de Bruxelles, c'est ce qu'a dit Xavier Belin. C'est encore la vérité. Ouais. C'est la triste vérité. Je dirais simplement aussi que depuis plusieurs années, nous sommes soumis à la dérégulation des marchés. Ça, on peut en constater les dégâts sur les prix de façon assez récurrente. On est aussi... le problème, c'est que finalement, on n'est pas préparé à gérer cette volatilité. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'on remette en place des outils de régulation de manière assurantielle au travers des marchés à terme et pourquoi pas au travers de la contractualisation. Mais pour faire ça, il faut forcément rénover les relations commerciales avec les différents acteurs de l'aval et notamment distributeurs. Je pense que chacun un peu se renvoie la balle par rapport à ses propres contraintes, mais il faut absolument, et je pense qu'aujourd'hui c'était on va dire une première étape très très importante, il faut absolument qu'on capitalise sur ces échanges pour qu'on puisse enfin sortir des conflits permanents auxquels les éleveurs ne souscrivent pas. Mais s'ils en sont là, c'est réellement parce qu'ils en sont contraints. Je pense qu'aujourd'hui,
les éleveurs souhaiteraient plutôt avoir des relations apaisées, mais qui leur permettent de vivre simplement correctement de leur métier et de leur travail. Oui, mais est-ce qu'ils se sentent soutenus sur le terrain? On a vu un petit peu cette passe d'armes autour de la mise en place de ces fameuses cellules départementales qui doivent être à l'écoute des agriculteurs et qui doivent vérifier sur le terrain si l'accord du 17 juin a bien conclu, le 17 juin a bien été mis en place. Thomas Dimmer, qu'est-ce que vous en pensez? Clairement, aujourd'hui, les réponses ne sont pas à la hauteur du malaise et de la crise que traverse notre profession. C'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à se mobiliser ici au Sénat, mais aussi dans beaucoup de départements. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on restera mobilisé tant que les chiffres ne traduiront pas les engagements qui ont été pris, notamment aujourd'hui, mais aussi durant les différentes tables rondes du 17 juin. Et je crois que maintenant, chacun doit se responsabiliser pour que ces choses passent. Et nous, ce qu'on défend avec Paul et avec les autres responsables professionnels, c'est arrêter cette course au prix le plus bas et parler vraiment du prix juste, un prix juste qui permet de rémunérer tous les acteurs des filières et notamment les producteurs. Thomas Dimmer, on va tout de suite retrouver Perrine Ternot qui est en direct avec Gérard Larcher, le président du Sénat. C'est à vous, Perrine. Oui, Gérard Larcher, merci d'être en direct avec nous. On vient de suivre votre conférence de presse, donc juste quelques questions de précision. Il va y avoir le rapport du médiateur qui va être rendu ce soir. Qu'est-ce que vous attendez précisément du ministre dans les heures qui viennent, parce qu'il y a urgence? D'abord qu'on réponde au désarroi et à la détresse des éleveurs. Ça, c'est une réalité sur le terrain, une réalité concrète. Quand un éleveur vient vous voir et dit « mais je ne peux pas réparer, par exemple, ma machine à faire des ballots en ce moment, parce que j'en ai même plus les moyens et que personne n'accepte plus de me faire crédit », on est là face à l'immédiateté d'une réponse à la détresse. Donc, cellule de crise dans les prochaines heures, mais effective dans chaque département. Et nous avons vu qu'il y en avait certes, mais qu'elles étaient peu activées. En même temps, bien vérification que l'accord qui a été pris entre distributeurs, transformateurs et producteurs va bien en direction des producteurs pour garantir des prix. Et troisièmement, surseoir à un certain nombre de cotisations, les reporter. Je pense à la mutualité sociale agricole, je pense à certains endettements. Ça, c'est des mesures de court terme. Puis il y a des mesures de moyen et de long terme, avec une mesure qui doit être prise rapidement aussi. Nous savons qu'avec la sécheresse, avec la baisse de consommation, on va avoir une nécessité de stocker. Or, ceci dépend d'une compétence européenne. Et je dois vous dire que je vais rappeler au président Juncker ce qu'il m'a dit fin février dernier, que des mesures exceptionnelles pouvaient être prises. On a beaucoup parlé de solidarité européenne tout au long de ces semaines. Je crois qu'on pourrait avoir un peu de solidarité face à une agriculture qui est en crise dans le secteur élevage. Et d'ailleurs, hier, j'étais à Milan, à l'Expo universelle, et j'ai rencontré des acteurs de la filière agroalimentaire italienne qui rencontrent de grandes difficultés dans le secteur de l'élevage. Plus de solidarité. Donc, vous allez téléphoner à Jean-Claude Juncker dans les prochaines heures? Cet après-midi, le saisir par un courrier tout à fait officiel, qui est le fruit de nos travaux de ce matin. Dernière question, Gérard Larcher, les 7 grands distributeurs français étaient autour de la table ce matin. C'est un espoir d'avoir réussi à les réunir en si peu de temps. Est-ce qu'ils ont pris des engagements fermes à court terme et à moyen terme pour relever les prix d'achat? De respecter l'accord qu'ils avaient passé en juin, de les confronter, de jouer la totale transparence sur ces sujets et en même temps de réfléchir à une contractualisation de plus long terme, mais ils ont rappelé qu'ils travaillaient avec les transformateurs. Et ils nous manquaient ce matin. Ils étaient tous présents, sauf les transformateurs, les transformateurs laitiers. Et c'est un travail que je vais poursuivre. Et cet après-midi, les questions d'actualité seront très agricoles au Sénat. Très bien, merci beaucoup Gérard Larcher. Effectivement, les questions d'actualité en direct sur notre antenne Delphine tout à l'heure à partir de 15h. Et puis à 16h, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, sera sur notre plateau justement pour répondre à ces questions. Merci beaucoup Perrine, et on poursuit le débat sur notre plateau avec nos invités. Paul Offray, président de la Fédération nationale porcine, merci d'être resté avec nous, et Thomas Dimmer, vous représentez les jeunes agriculteurs français sur ce plateau. On a entendu le président du Sénat dire qu'il allait saisir Jean-Claude Juncker avec d'autres sénateurs, et notamment sur cette question de l'autorité de la concurrence. Alors qu'attendez-vous de cette saisine, Thomas Dimmer? Je pense qu'aujourd'hui, il faut un petit peu réglementer autour des différents regroupements, parce qu'on voit toutes les centrales d'achat qui sont autorisées à se regrouper, et donc à faire encore plus de pression sur leurs fournisseurs, et donc cette pression elle est répercutée jusqu'aux producteurs, ne soyons pas naïfs. Et en face de ça, on n'a peut-être pas forcément nous les moyens au niveau des producteurs à s'organiser pour être plus forts et mieux structurés pour justement être dans un rapport de force un petit peu plus équilibré. Alors c'est peut-être un vœu pieux,
mais je pense qu'il faut un petit peu que voilà, la réglementation évolue pour stabiliser et avoir de meilleures relations au niveau des filières. Vous la sentez cette pression, Paul Offray? Écoutez, je réagirai à ce point-là aussi. Je pense que le problème de l'autorité de la concurrence est un vrai bon sujet. Parce que nous avons, nous, l'impression que l'autorité de la concurrence, c'est en quelque sorte un peu le bras armé des distributeurs français. Donc il y a un sénateur qui en a parlé ce matin. Il faut absolument rééquilibrer les choses et de faire en sorte que l'autorité de la concurrence aussi se soucie du côté production. Je pense que c'est un équilibre auquel il faut essayer de veiller à faire fonctionner normalement. Voilà. Thomas Dimmer, un dernier mot avant de terminer cette édition aussi. On sait que les agriculteurs sont touchés par la sécheresse qui s'annonce. Et Gérard Larcher a parlé de solidarité aussi au niveau européen. Que peut-on attendre de l'Union européenne pour aider justement les agriculteurs dans cette période difficile de sécheresse? Alors, dans cette période difficile, on attend de l'Union européenne voilà, qu'elle ait conscience des difficultés des agriculteurs. On sait qu'il y a les paiements de la PAC qui sont attendus cet automne et nos trésoreries en ont bien besoin. Ça sera très très important qu'on puisse rapidement avoir accès aux aides de la PAC. Et puis il y a aussi tout l'aspect réglementaire qu'il faut veiller à alléger un petit peu l'exercice quotidien de notre métier, parce que c'est encore une fois le bien vivre de notre métier qui est remis en cause, mais aussi les perspectives par rapport à des jeunes qui souhaiteraient s'installer qui est potentiellement remis en cause. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci pour vos témoignages. Prochain rendez-vous avec l'actualité parlementaire sur Public Sénat, c'est à 15h avec les questions d'actualité au gouvernement. Vous l'avez entendu, elles seront largement consacrées à cette crise agricole, crise de la filière porcine, mais pas seulement, bovine également, et des producteurs de lait. Et puis on reviendra à 19h dans 24h Sénat sur cette conférence agricole qui s'est tenue ce matin au Sénat. À tout à l'heure.